d'être là pour cette conférence sur les arts de la table qui va s'interroger sur le décor et l'expérience. Je suis très, très, très heureuse que vous soyez là et je suis encore plus heureuse peut-être d'avoir autour de moi 3 femmes formidables que je connais toutes depuis plusieurs années, voire parfois même plus que ça, et qui toutes ont un regard extrêmement singulier et pertinent sur cet univers. Alors on va partir de votre gauche. On a Élodie Piège, merci infiniment, qui est directrice générale de Maison Piège, c'est-à-dire 12 établissements maintenant, à Paris, à Taïwan, si ma mémoire est bonne, au Maroc. Voilà, donc il y a le grand restaurant, la Poule au pot, Alépidor, Clover, Clover Grill, Mimosa, Sabot, enfin énormément, des étoilés, des non étoilés. Nous avons Natacha Arnoux. Bonjour Natacha. Bonjour Daniel. Qui est set designer et directrice artistique. Natacha, je l'ai connue parce qu'il y a quelques années, elle était aussi designer culinaire et c'était honnêtement l'une des plus talentueuses que j'ai jamais rencontrées et qui maintenant travaille sur des shootings photos, qui travaille aussi avec des chefs pour sélectionner des assiettes, etc. Et Cécile Villarouge. Bonjour Cécile. Bonjour Daniel. Alors Cécile, elle a changé de vie, elle s'est inventée un métier, elle a créé une entreprise qui s'appelle Blanche Patine, qui est, elle sélectionne, elle rassemble, elle sélectionne, elle chine de la terre de fer. C'est comme ça qu'on appelle ça? Tout à fait. C'est ma petite spécialité. Voilà, qui sont des vaisselles de la fin du 19e, début 20e, françaises. Exactement, moi je suis vraiment spécialisée dans cette céramique-là. Alors, pourquoi avoir rassemblé ces 3 femmes? Parce que en 2025, on se rend compte que les expériences gastronomiques, que ce soit des tables étoilées ou des bistrots très simples, ça passe par les plats, évidemment, ça passe par ce qu'on mange, mais ça passe aussi beaucoup par une mise en scène de plus en plus poussée, notamment pour les arts de la table. Et souvent, on n'hésite plus à mêler les styles, les époques, les couleurs, les matières. L'objectif de tout ça, finalement, c'est de contribuer à définir une identité esthétique pour chaque restaurant. Alors, première question toutes les 3. Comment est-ce que vous définiriez le rôle des arts de la table aujourd'hui? Vous avez 5 minutes. Cécile. Oui, alors bonjour, rebonjour. Moi je trouve que vraiment les arts de la table sont primordiaux aujourd'hui dans l'expérience d'un dîner, d'un repas, d'un déjeuner. Ils font partie intégralement aujourd'hui aussi de la signature d'un chef, d'une expérience culinaire. Alors moi, comme vous disiez tout à l'heure, je suis vraiment spécialisée dans une céramique très ancienne. Donc je ne pourrais pas parler pour de règle générale, mais je crois que ça participe vraiment à la signature d'un chef, à une expérience globale, à l'identité d'un lieu. Élodie, vous qui pilotez des restaurants. Alors c'est exactement ce que disait Céline. Du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'art de la table est primordial. Pour moi, il fait partie intégralement de l'identité de nos restaurants. Donc que ce soit, comme on voit là, les images de la Poule au pot, où on a choisi d'aller chiner des pièces d'argent, beaucoup d'argenterie, on en a 4000 pour le coup en stock et à la Poule au pot. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'identité de toute façon d'un restaurant passe à 50% par ce qu'on peut ingurgiter, c'est-à-dire manger, et également ce qu'on peut voir. Mais il n'y a pas que l'art de la table, parce que effectivement, là, c'est le sujet, mais l'art de la table, ça va plus loin. Ça passe aussi pour moi, pour les restaurants, bien évidemment, dans les choix de la décoration, dans les choix des couleurs, dans l'ambiance musicale. Enfin voilà, tout fait partie de l'expérience globale dont effectivement l'art de la table est totalement primordial, comme on l'a dit. Mais pour moi, dans un restaurant, c'est un ensemble de choses qui fait qu'on a une identité et que ça marche ou ça ne fonctionne pas. Nous, on a eu des restaurants qui n'ont pas fonctionné, mais voilà, on en parlera plus tard. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Élodie. Et c'est vraiment l'expérience qui est au centre de tout, je pense. C'est ça qui reste dans la mémoire des gens qui vont dîner et qui se prolonge même au-delà, puisque moi, je travaille aussi sur des livres de cuisine pour lesquels je sélectionne des assiettes, des textiles, etc. Et on doit retrouver cette identité du restaurant, cette expérience
dans le livre finalement. Donc le livre, c'est un peu une identité qui est condensée et c'est quelque chose qu'on transporte jusque chez soi et qu'on aimerait recommencer finalement, reconstituer. Alors, pendant très longtemps, notamment en France, l'art de la table était finalement assez codifié. Le service devait être uniforme, les verres devaient être assortis. On a l'impression que depuis quelques années, la table se libère de plus en plus et qu'on n'hésite plus à mêler céramique artisanale, porcelaine ancienne ou récente, modèles dépareillés, etc. Qu'est-ce qui, d'après vous trois qui connaissez ces univers et qui les pratiquez, qu'est-ce qui explique cette espèce de libération de codification très ancienne? Alors, moi, je vais peut-être un peu prêcher pour ma paroisse, pour le coup, mais j'avoue que les chefs ont été beaucoup précurseurs aussi là-dedans, c'est-à-dire que chaque chef, avec son identité, avec ses origines, avec ses envies, a ramené aussi un petit peu de son expérience sur la table également. Et c'est vrai que les restaurants gastronomiques, à une époque, on avait les mêmes verres dans tous les restaurants gastronomiques, les mêmes assiettes. Je ne vais pas citer de marque, bien évidemment, mais les mêmes assiettes, les mêmes verres, les mêmes couverts. On retrouvait finalement la table gastronomique Normée dans tous les restaurants étoilés. Et c'est vrai que chaque chef, petit à petit, avec ses expériences, ses voyages aussi, le fait de partir voir ce qui se passe ailleurs, c'est très important, en tout cas dans notre univers. On a ramené un petit peu plus d'identité et puis surtout, je pense qu'ils se sont aussi libérés de beaucoup de codes. C'est passé aussi par la jeune génération. Et puis tout ce qu'on a vu depuis 10 ans à peu près. Alors moi, c'est vrai que moi j'étais un peu dans le vif du sujet, mais quand toutes les émissions culinaires ont commencé à arriver, on a commencé à parler beaucoup de cuisine, mais beaucoup d'ingrédients aussi. Mais on a parlé aussi de l'univers de la table. Donc c'est ça qui était intéressant. Du coup, d'aller voir un petit peu ce qui se passait à l'intérieur de nos restaurants. Pas que d'aller manger, de voir un petit peu comment ça se passait. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on s'intéresse de plus en plus et on essaie de se libérer un petit peu de ces codes-là. Et ce qui est bien, c'est qu'on le fait et au restaurant et à la maison. Et ça, c'est hyper important. C'est une volonté de se démarquer, j'ai l'impression aussi. C'est une volonté d'être unique et d'offrir une expérience unique. C'est-à-dire, ce qui est unique, c'est pas seulement ce qu'on a dans l'assiette, c'est une expérience globale. C'est l'assiette elle-même, le contenant, le verre, le cadre, etc. J'ai l'impression. Et moi, juste pour rebondir sur ça, j'ai eu la chance de travailler avec Arnaud Doncal. Quand tu parlais tout à l'heure d'Élodie, de ce côté des chefs qui étaient vraiment précurseurs de cette libération un peu de l'art de la table, de tous ces matériaux, un peu de changement. Et moi, j'ai eu la chance, donc voilà, comme on peut voir ici, et en 2021, quand ils ont ouvert le restaurant Plénitude, où là, c'était une vraie question, une vraie prise de risque, de se dire de la part de restaurants étoilés, se dire là on va casser les codes, on va introduire vraiment une vaisselle ancienne, voire certaines pièces patinées, et on va être sur ce côté dépareillé, que ça soit fait de manière élégante et cohérente, hein, bien évidemment. Mais voilà, ça a été une vraie question de se dire est-ce qu'on introduit, est-ce qu'on casse ces codes-là, et ça a hyper bien fonctionné, on était contents, mais c'était quand même une prise de risque à l'époque. Est-ce que Instagram et notamment les réseaux sociaux jouent selon vous un rôle important dans l'esthétisation de l'univers visuel des restaurants, au sens très large, mais aussi de la table? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on constate quand même souvent dans les restaurants que les gens ont quasiment tendance à photographier ce qu'ils mangent avant de manger. Alors oui, honnêtement, on voit plus de gens... alors parfois, ils ne se parlent même pas. Ils photographient, ils postent avant de se parler. Donc ça, c'est assez, voilà, ça, c'est assez drôle. Mais alors, moi, je suis pas contre les réseaux sociaux. Je suis certainement pas contre Instagram, ni les autres. Bon, après, c'est vrai que c'est celui dont on se sert le plus. Moi, TikTok, pour le coup, je dois être trop âgée pour que ça m'intéresse. Mais moi, je parle vraiment d'Instagram pour Également. le coup. C'est un objet de communication déjà parce que moi, voilà, quand on a 12 restaurants, il faut les montrer forcément à nos futurs clients ou en tout cas... il y a certaines personnes qui n'ont pas la chance de voyager aussi. Ça fait voyager, et puis c'est un outil de travail aussi pour nous. Dans l'envers du décor, c'est ça. Pour moi, c'est un outil de travail. Et effectivement, on a trouvé des fournisseurs de vaisselle, de tissus aussi également, ou même des gens avec qui travailler
sur Instagram. Donc pour nous, c'est un vrai outil de travail. Et quand il est pris comme ça, quand les réseaux sociaux sont pris comme ça, c'est plutôt hyper intéressant parce que voilà, on n'a pas tous la chance. Nous, on a effectivement 12 restaurants à travers le monde et aussi en France et puis pas qu'à Paris. Donc on a la chance de voyager, d'aller chiner ailleurs, d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour parfois ramener certaines idées à Paris. Tout le monde ne peut pas le faire, donc Instagram permet d'avoir une vision globale en scrollant un petit peu les choses, d'avoir cette vision globale et de s'évader un petit peu. Et c'est ça qui est intéressant. Mais Donc Instagram, moi, je suis plutôt pour. Mais Instagram a sans doute un peu mis la pression aussi pour que ce soit plus original, plus esthétique, peut-être que simplement des assiettes blanches toutes simples. Alors moi, j'ai pas eu besoin, pardon, je m'arrête là. Moi, j'ai pas eu besoin d'Instagram pour me mettre la pression toute seule, c'est sûr. pour le coup. Et puis l'envie de différencier et l'envie, et comme tu disais, vraiment l'envie d'être différente. Moi, j'ai 12 restaurants. Si j'ai 12 restaurants identiques, ça ne m'intéresse pas. Et puis, ça n'intéressera pas les consommateurs finaux. Il faut qu'on offre une expérience différente. Et c'est mon envie. Le jour où j'aurai plus envie de le faire, on arrêtera, certainement. Et moi, c'est ce que je recherche quand je vais dans un restaurant. Voilà, c'est d'avoir une expérience différente, autant à travers la vaisselle qu'à travers ce que je vais manger. Alors Instagram, c'est un incontournable, évidemment. C'est une vitrine, donc on peut voir un petit peu ce qui se fait. Après, c'est un outil qui doit effectivement rester à sa place, c'est-à-dire qu'on doit s'en détacher assez vite pour retrouver de la créativité, puisqu'on voit tout ce qui se fait. Donc si on veut vraiment se démarquer, il faut regarder et puis vite oublier tout ça. Puis on est dans un monde de l'image aussi. Ça a ses avantages, ses inconvénients. Donc il y a cette surenchère permanente, effectivement. Et puis il y a ce côté aussi, ce lien, ce relais, ça crée aussi un pont. C'est une sorte aussi, quelque part, on revient un petit peu même à des codes un peu contemporains, quoi. Tout se ressemble, une appartenance. Toutes les trois, vous travaillez avec ou dans l'univers de la restauration. Est-ce que quand vous réfléchissez à une nouvelle table ou que vous collaborez avec un chef, est-ce que cette idée de la manière dont va s'exprimer cette table à travers évidemment le menu, mais aussi à travers l'art de la table, ce qui va être posé sur la table, ce dans quoi la nourriture va être amenée, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui rentre assez tôt dans le cahier des charges de réflexion d'un lieu ? Par exemple, Élodie, quand vous réfléchissez à une nouvelle table, est-ce Alors que moi, c'est assez simple. Moi, je travaille en collaboration avec le même chef depuis 18 ans, donc forcément, je connais un petit peu plus ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Mais ce qui est important, c'est de savoir où on veut aller. Voilà, c'est de savoir la destination du restaurant. Quand on a des bistrots, on réfléchit bistrot. Quand on a un restaurant gastronomique, on réfléchit restaurant gastronomique. Quand on a un restaurant, là je vois des photos de Mimosa, on réfléchit. Jean-François voulait faire une cuisine du soleil un peu tournée vers la Méditerranée. On réfléchit forcément dans ce sens-là. Quand on est à Marrakech, même si il n'a jamais été question de fusionner la cuisine marocaine avec la française, on a quand même réfléchi à tout ce que voulait dire le Maroc et comment le remettre dans une assiette tout en restant avec notre identité française, qui était le plus important pour nous. C'est l'identité française aussi à travers tous nos restaurants. Mais le plus important, c'est vraiment de savoir où on va, comment on va y aller. Bon, parfois, c'est vrai que c'est un peu sinueux, mais c'est vrai qu'on est assez déterminé. Donc, et puis, quand on a une idée, moi, j'ai parfois des idées mon mari, que tu sais, est aussi très. Quand il a une idée, il l'a pas ailleurs. Mais en tout cas, c'est vrai que on choisit des personnes avec qui on travaille, on choisit des assiettes. Parfois, ça ne peut ne pas fonctionner, mais en général, ça fonctionne assez bien. Là, c'est notre restaurant à Marrakech. On voulait du verre, on voulait travailler avec Gien, pour ne pas le citer, mais donc on a travaillé avec Gien. Pour l'autre restaurant, on a travaillé avec Ginori aussi, pour ne pas les citer, mais c'était une envie forte de travailler aussi avec ces maisons. Donc parfois, c'est l'envie de travailler avec des maisons qui fait que ça prend forme. Et parfois, c'est ce que veut mettre Jean-François dans l'assiette qui fait qu'on choisit aussi une assiette. Donc voilà, c'est plein d'inspiration aussi. Ça passe parfois par des mood boards éventuellement ? Oui, alors Sophie, qui est
qui est notre directrice générale, le sait, puisque c'est elle qui s'occupe aussi avec moi des mood boards. Ça passe que par des mood boards, puisque nous, on a 5 restaurants propres. Ça veut dire que, enfin, ça marche comme ça, c'est-à-dire qu'on a 5 restaurants qui nous appartiennent totalement, et on en a d'autres où, comme des franchises, en fait, où on va vendre des concepts, en fait, à l'étranger. Donc à Taïwan, c'en est un. Sabo et la terrasse au Selman à Marrakech sont 2 concepts aussi qu'on a montés de A à Z. Et là, on fait des mood boards et on va les vendre. En fait, on vend voilà, ce qu'on a décidé. Alors parfois, c'est un ping-pong, hein, puis parfois, c'est un peu... voilà, on se bagarre un peu. Les balles Ouais, volent plus ou moins vivement. Parfois, je montre des mood boards et on me dit, ah ben, bon, vraiment, c'est pas du tout... bon. Il faut travailler, finalement, on arrive quand même à avoir gain de cause. Mais c'est du boulot. C'est ça, je suis d'accord avec toi aussi. C'est-à-dire, il faut savoir convaincre. Parce que un chef, ça passe souvent par un éditeur quand même. Donc, il y a déjà une idée à la base. Et moi, je vais essayer de proposer des choses qui sont cohérentes, mais peut-être un peu plus vastes aussi. C'est-à-dire qu'il faut varier tout en gardant en tête un esprit de cohérence, parce que cette cohérence est très importante et en même temps, il faut savoir varier et être différent. Donc, parfois, des choix sont un petit peu difficiles je ne vais pas dire à imposer, mais il faut savoir proposer des choses aussi. Et en montrant en fait ce que ça peut rendre, là ça fonctionne aussi. En fait, il faut avoir une vision. Il faut être capable de la définir, de l'exprimer et de la défendre. Et ça passe effectivement par des mood boards. Alors moi, pas moi. Moi j'ai les filles, mais moi j'ai la position un peu inverse. Et je suis assez timide, mais du coup moi c'est vraiment au contraire, c'est les chefs où les gens viennent pour... moi, ma spécificité, donc on sait déjà à la base, voilà, donc on peut le voir sur l'écran, ce pourquoi moi je suis vraiment spécialisée dans une céramique très particulière avec des pièces les plus fines et les plus rares de cette céramique-là. Donc le chef, les personnes viennent directement à moi quand ils veulent travailler. Donc on sait déjà qu'on partage la même sensibilité. Il n'y a pas de mood board ou de... Voilà, c'est après un échange et je travaille selon leurs besoins et leurs goûts. Mais que sur ce type de céramique. Donc c'est un peu différent. Et Cécile pourrait être dans un de mes mood boards en revanche. Mais oui, mais en plus on se suit et le dit, c'est moi qui vais défendre les projets avec mes mood boards. Donc Cécile pourrait être dans un futur mood board. Ouais. Est-ce que c'est difficile de trouver des pièces originales? Comment est-ce que vous faites toutes les trois, puisque toutes les trois, vous avez cette particularité de proposer des univers très différents selon les projets ou les tables. Et comment faites-vous pour trouver? C'est-à-dire, est-ce que c'est une veille permanente? Est-ce que c'est aller voir dans des salons comme ici les céramistes? Est-ce que c'est les marchés aux puces, les brocantes, les voyages? Comment ça se passe? Alors moi, je prends tout de suite la parole, mais je vois les images, donc j'en profite, je happe. Moi, je suis antiquaire. Voilà, je suis historienne de l'art et j'ai vraiment un amour de l'objet, un amour du travail, de la mémoire des objets. Et donc, je suis spécialisée dans cette céramique-là où on est sur des bébés qui ont à peu près 130, voire 140 ans. Donc, effectivement, c'est vraiment un travail de veille, un travail constant en brocante, en maison de vente aux enchères, un peu, voilà, partout. Et un réseau éventuellement qui vous fait remonter des pièces aussi? Un réseau qui fait remonter des pièces, mais moi en plus je me rajoute des petites épines dans le pied, c'est-à-dire que je vais vraiment vers les pièces les plus fines, les décors de cette spécificité-là de la terre de fer qui moi me raconte une histoire. Donc je ne prends pas toutes les pièces en terre de fer, c'est vraiment des choses dont je suis, qui me sensibilisent, des pièces qui pour moi ont un charme fou. Donc on peut effectivement me relayer les pièces, mais j'aime quand même celles qui décident. Selon mon œil et ma sensibilité. Si elles rentrent ou pas dans votre sélection. Là, par exemple, on voit en ligne, c'est avec Maxime Frédéric, qui est un très grand pâtissier, chef pâtissier. Oui. Et donc, on voit ce mélange un peu des décors, des matières de ce couleur rouge. Ouais, on essaie de... C'est joli. C'est poétique. Alors moi, je fais un petit peu tout, c'est-à-dire il y a un gros travail de veille. Et puis, pour tout le temps trouver des choses nouvelles aussi pour essayer d'être à la page. Et puis tout un réseau aussi de céramistes que je connais depuis très longtemps. Et il m'arrive d'en faire sur mesure aussi. Ça dépend évidemment des projets.
des boutiques aussi avec lesquelles je travaille, qui peuvent fermer aussi, donc il faut en trouver d'autres. Ça passe par une petite veille aussi sur Instagram. On peut voir, évidemment, c'est une vitrine pour trouver des artisans, des nouveaux céramistes. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi, j'ai la chance de vivre dans un quartier qui est assez dynamique à ce niveau-là, et où il y a des boutiques qui peuvent être intéressantes, et il m'arrive de trouver des choses que je ne trouve pas à l'autre bout de Paris, dans mon quartier. Formidable. Alors c'est un petit peu pareil, c'est une veille constante. Moi, ce qui va être plus... Alors nous, ça passe bien évidemment par... on chine beaucoup. On est passionnés tous les deux par l'art de la table, la vaisselle, parce que je suis là, mais j'avoue que mon mari pourrait être aussi la cinquième personne, en tout cas, puisqu'il est aussi passionné que moi sur le sujet. Je crois même savoir qu'il est capable de chiner la nuit. Oui. Oui. Moi, on m'a dit qu'il avait des hangars aussi énormes. Et que tu te réveillais certains matins en apprenant qu'il y avait des nouvelles pièces qui avaient rejoint la collection. Enfin, moi et Sophie, c'est vrai qu'avec Sophie, parfois on s'aperçoit qu'il a commandé des choses partout dans le monde. Ça arrive, on ne sait jamais trop quand, comment, mais bon, parfois ça arrive cassé en plus. Donc mais oui, on est passionné, puis on est passionné par la barbotine. Enfin, je veux dire, on collectionne les services à bouillabaisse en barbotine. Enfin, voilà, on est quand même, c'est quand même un sujet. Donc, effectivement, on a un gros lieu de stockage, mais plus que ça, c'est l'amour qu'on a aussi pour ça. Ça passe par les restaurants, mais chez moi, c'est pareil. C'est-à-dire que je ne vais pas accueillir quelqu'un chez moi avec un service. Je peux pas. C'est viscéral. C'est-à-dire que je pourrais en pleurer si je devais accueillir les gens avec un service en carton. Non, mais oui, je fais très attention je fais des thèmes, ça c'est l'objet d'une autre conférence pour le coup à la maison, mais pour le coup j'avoue que ça passe par les brocantes bien évidemment comme vous l'avez dit, mais ça passe aussi, nous on a la chance de beaucoup voyager et on va chiner partout dans le monde. On peut chiner au Japon, on peut chiner aux États-Unis. Nous on a beaucoup chiné aux États-Unis. Ça nous a permis d'ailleurs, quand on a ouvert la Poule au Pot, il a fallu qu'on récupère beaucoup d'argenterie, puisque tout est servi dans des plats d'argenterie. Donc c'est vrai qu'on a trouvé la moitié aux États-Unis. On est parti avec des valises, on en a racheté sur place et on est revenu avec. Mais ça a été un vrai travail partout dans le monde. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive à trouver. Et puis après, on travaille avec des céramistes. On travaille beaucoup aussi avec des céramistes portugais qui sont eux qui nous font les assiettes pour l'Épidore sur mesure. On travaille aussi avec l'Italie. Sur les assiettes effectivement de Clover Saint-Germain, et puis mais c'est constant, c'est H24. Un travail de petits poussés. Oui. Donc c'est pièce par pièce, petit à petit. Exactement. Et est-ce que toutes les trois vous diriez que votre sensibilité à cet aspect des choses vous vient de l'enfance, de votre éducation, ou c'est quelque chose que vous avez construit? Alors moi je rigole parce que alors moi, chez moi, alors peut-être que je l'ai développé en contrariété, parce que pour le coup, je pense que chez moi, on pouvait manger dans des assiettes en carton avec des lasagnes, congelées. Donc non, je viens pas de ce milieu-là du tout. La table n'était pas chez nous primordiale. On mangeait ce qu'il y avait à manger, et puis on sortait l'assiette, même qui était dépareillée, sans se soucier qu'est-ce qu'il y allait avec quoi. Enfin, aucun intérêt de... Donc c'est vraiment un goût construit. J'étais très heureuse, hein. J'avais l'impression d'avoir vécu dans un... Pas du tout. C'est juste que ça n'avait aucun intérêt chez moi. Donc peut-être, après j'ai rencontré aussi mon mari, Jean-François Piège, j'avais 25 ans. Donc peut-être qu'effectivement... ça a mûri en moi. Et puis alors avant de le rencontrer, je travaillais aussi avec d'autres chefs. Et j'ai travaillé toujours dans l'hôtellerie. Et peut-être qu'effectivement, ce goût-là, en tout cas de l'hospitalité, est venu forcément avec l'hôtellerie. Mais c'était en moi. Je sais que c'était en moi. Après une école de commerce, pourquoi j'aurais choisi de travailler dans des palaces ou dans des restaurants? C'était vraiment en moi. Il fallait que j'ai... cette envie d'accueillir, cette envie de faire plaisir aux gens à travers ce qu'on peut avoir sur une table, c'est viscéral. Et je pense que je l'ai depuis petite, mais peut-être que j'avais des dînettes cachées, je ne sais pas. Pour moi, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que ça remonte à la fois à l'enfance.
Je dirais que c'est les dîners chez ma grand-mère paternelle, qui était une excellente cuisinière. Et à chaque fois qu'on rentrait de vacances avec mes parents, on allait dîner chez elle. Et il y avait un service assorti, et notamment pour le dessert, où elle nous servait, c'était le dessert qu'on avait à chaque fois, des œufs à la neige. Donc elle nous versait ça dans des assiettes. Et au fur et à mesure qu'on mangeait le dessert, il y a le motif de l'assiette qui apparaissait, le décor. Et donc ça, c'était quelque chose de merveilleux quand on est enfant. Et c'est quelque chose qui est... c'est comme une Madeleine de Proust, finalement. Il y avait toujours un très bon repas. Il y avait les assiettes pour la soupe. Il y avait ensuite les assiettes pour le plat et les assiettes à dessert. Avec les jolies cuillères, c'était une jolie table. Il y avait des napperons brodés partout dans la maison. Et il y avait une espèce d'atmosphère un peu surannée, désuète, mais en même temps très chaleureuse. Et on savait qu'on mangeait bien. Et il y avait des armoires qui étaient remplies de vieux linges. Et je pense que ça m'a beaucoup marqué. J'allais aussi beaucoup chez des amis à mes parents, qui avaient une très belle maison, où tout était charmant, harmonieux aussi. Et chaque repas était une fête, aussi bien ce qu'on faisait dans l'assiette que la mise en scène. Que la mise en scène. Et cette amie, avait aussi un magasin dans le village, et je faisais les vitrines à Noël. Donc en fait, ça vient beaucoup, beaucoup de là aussi. Et vous, Cécile, vous êtes tombée en amour de la terre de fer de quelle manière ? Alors moi, c'est depuis toute petite aussi également. Alors pas spécialement la terre de fer depuis toute petite, mais je suis très sensible depuis enfant. J'étais un peu différente. Et j'étais très sensible aux objets, à la mémoire d'un objet, à sa vieillesse, à son histoire, vraiment, à son âme. Je trouve que ça a un charme, mais fou. Et si vous avez l'occasion un jour de venir dans mon showroom, les pièces dégagent réellement... Merci. Dégagent vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il se passe quelque chose. Et du coup, la terre de fer, c'est venu de plein de petites choses. Je suis tombée folle d'amour d'elle il y a une quinzaine d'années, déjà étudiante. Je chinais mes propres pièces, j'ai toujours mangé avec des couverts en argent et des pièces. Je suis fascinée par ses décors, par sa patte, par ses motifs, surannés également, mais pas tout, type de terre de fer, par tous les décors. Mais voilà, donc c'est arrivé il y a une dizaine d'années à peu près, je suis aussi peintre. Et voilà, donc j'ai vu, je travaillais dans le marché de l'art à l'époque, donc j'ai toujours eu un amour de l'Antiquité, de la pièce, de son histoire. Et je suis tombée dedans quand j'ai vu... Il y a 10 ans, personne n'en parlait, réellement. Les gens les jetaient. Et je me suis pris d'un éclat. J'ai quitté mon job de l'époque, j'ai tout quitté. J'ai fait, je serai la maman de ces pièces-là. Parce que vraiment, je les trouvais folles. Il n'y avait aucun ouvrage qui parlait d'elles. J'en ai écrit un livre, d'ailleurs, aussi. Et voilà, et c'était extraordinaire. Je suis amoureuse de ces pièces. Et encore aujourd'hui, quand j'en trouve une pièce, j'ai des frissons. Voilà, ça, c'est mon livre qui est sorti il y a une petite année. Quel regard, pour vous, les chefs portent-ils sur la mise en scène de leurs recettes ? Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'ils les développent, vient très vite la question de la manière de les mettre en scène ? Ça peut être le prolongement de leurs mains. Et ensuite, je laisse la parole à mes camarades. Ouais, voilà. Oui, moi je pense qu'à partir du moment où un chef pense à un plat, il a tout de suite en tête, et je pense que c'est vraiment un processus qu'il désire maîtriser. Il pense tout de suite au contenant. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de chefs qui maîtrisent ce processus, qui travaillent en direct aussi avec des céramistes, qui font faire des pièces sur mesure pour accueillir une bouchée, pour accueillir un plat, pour accueillir tel dessert, afin de porter l'expérience un petit peu plus loin. Donc c'est vraiment la prolongation de l'imagination du chef. Oui, forcément. Bon, la question est bateau, mais je suis sûre que tu vas avoir une réponse intéressante. Non, mais non, j'ai rien de plus à dire, effectivement. De toute façon, alors nous, on en est à notre 18e, je crois, livre, si on parle de ouvrage.
Et c'est vrai qu'à chaque fois, aujourd'hui, il pense global, c'est-à-dire qu'il va de la photo, de la lumière. Bientôt, je pense qu'il pourra s'auto-éditer sur les ouvrages, parce que c'est vrai qu'il a un regard un petit peu sur tout, pas que sur la nourriture, bien évidemment. Donc, comme je disais, ce qu'on dit toutes, c'est vrai que c'est un vrai prolongement, il n'y a rien qui est laissé à côté. Et après, il a cette perfection de la couleur de la sauce où il va aller jusqu'à se dire « Ah non, la couleur, ça ne va pas, il va falloir faire autrement » ou là, il y a un morceau qui... Donc, il va recuire, il va refaire. Et puis, oui, forcément, tout est lié, en fait, dans l'esthétique. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a parfois, pour certains chefs, une course à l'originalité sur les contenants? Et est-ce que le fait qu'il y ait une scène céramique aujourd'hui, porcelaine, artistique, artisanale, très dynamique, est-ce que ça aide à pouvoir justement avoir des pièces uniques? Alors, moi, si je peux répondre par rapport à mon expérience de restauratrice, restaurateur, donc dans notre milieu à nous, la limite qu'on peut trouver chez nous, c'est effectivement ce qu'on disait, c'est de retrouver la même chose partout. On n'est jamais vraiment le seul original. Enfin voilà, forcément on l'est une fois et puis au bout de 3 mois on ne l'est plus. Donc c'est ça aussi le problème. On n'a qu'à retourner une assiette pour voir la marque et refaire la même chose. Donc c'est ça aussi le souci. On rend souvent des hommages assez appuyés, on va dire. Voilà, et c'est pour ça que nous, on a tendance aussi parfois à changer parce que c'est toujours compliqué. C'est toujours plus facile de prendre le travail de quelqu'un qui a bossé dessus pendant un petit moment et finalement retourner les assiettes. Donc moi, c'est vrai qu'à un moment donné, on frottait un peu les marques. On a passé des nuits à frotter toutes les marques pour pas que... Mais finalement, ça sert à rien. Mais c'est vrai que ça, c'est pour moi la limite un petit peu de notre travail. C'est de retrouver un petit peu l'originalité éphémère, finalement. Il y a le phénomène de mode qui est incroyable. Voilà. Moi, je vois aujourd'hui, et c'est pas grave, j'en suis ravie. Je parle plus spécifiquement de mon activité. Quand j'ai démarré, personne ne parlait terre de fer. Et je dis pas, mais on en avait tous un peu parce que ça vient de l'époque de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Mais sur les tables des restaurants, même le côté dépareillé n'existait pas. Aujourd'hui, il y a un phénomène de mode qui est où on se dit, mais ça, alors c'est génial en un sens, mais ça a ses limites aussi. Donc il y a effectivement, quand vous parliez tout à l'heure de cette surenchère de toujours créer, de toujours de la pièce originale, d'aller trouver ça a ses limites aussi. Et c'est donc il faut toujours être celui dans même les Et là c'est plus une question pour toi, Élodie, et toi, Natacha. Justement, toutes ces céramistes, c'est beaucoup de femmes qui se lancent dans la céramique. Femmes, oui. Est-ce que c'est une sorte de nouveau vivier énorme et est-ce que ça permet de développer finalement assez facilement des collections vraiment personnalisées? Ça peut. En fait, il faut que dans la mesure où le chef collabore aussi avec le céramiste et a une demande assez précise. Il y a un énorme vivier de céramistes. Après, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Avec des qualités différentes. Il y a des qualités très différentes. Il y a des esprits très différents. Donc après, il y a des choses qu'on préfère, il y a des choses qu'on aime un petit peu moins. Et puis, il y a surtout des gens avec qui on apprécie travailler parce que ces personnes sont à l'écoute. Et en fait, un chef a besoin aussi qu'on l'écoute beaucoup. Ce qui marche assez bien, c'est des collaborations directes entre les chefs et les céramistes, sans trop d'intermédiaires. Où, par exemple, le céramiste connaît un petit peu, donc va pouvoir aussi conseiller le chef. Faire des propositions. Faire des propositions et proposer des choses qui sont réalisables aussi. Il y a toujours une limite de faisabilité. Oui, moi je suis d'accord. Je pense que c'est des rencontres. On ne peut pas. L'humain passe. C'est vraiment pour moi le plus important. Donc ça reste des vraies rencontres aussi. On a envie de travailler avec quelqu'un. On aime ce qu'elle fait ou ce qu'il fait. C'est pas vrai. Ça se dicte pas finalement. C'est pas c'est là. Je vais y aller parce que. Non, pour le coup, en plus, on n'a jamais vraiment suivi.
trop les choses. Mais non, c'est plus des coups de cœur, c'est plus des envies. Et c'est pour ça que ça change beaucoup. Et c'est ça qui est fantastique, moi, je trouve, dans nos restaurants et dans les restaurants enfin, je pense à d'autres chefs aussi. Ce qui est fantastique, c'est de changer aussi. Le changement est important. Vous n'avez pas envie d'être face à la même assiette pendant 10 ans. Nous, on va célébrer les 10 ans du Grand Restaurant. Bon, en 10 ans, on a changé, je pense, 4 ou 5 fois l'entièreté des services. C'est ça qui est... À part l'assiette du blanc manger, qui est une assiette japonaise et qui est là depuis 10 ans. Mais c'est ça, il faut que ce soit en mouvement, il faut que ce soit... Pour intéresser, il faut aussi proposer des choses différentes. Moi, c'est ça qui est intéressant. Avoir la même assiette pendant 10 ans, même moi, enfin, ça aurait été très compliqué. Là, le grill... Et alors après, on revient à des classiques. C'est ça qui est drôle. Quand on est parti très très loin dans la céramique, dans des choses un peu originales, parfois on se pose au bureau, on se dit ok, donc là on a un steakhouse qui s'appelle Clover Grill et on a décidé de tout changer. Enfin voilà, il va avoir 10 ans aussi l'année prochaine. On s'est dit on va changer. Et on se dit bon ben qu'est-ce qu'on va faire on est revenu à quelque chose de beaucoup plus classique. On va remettre des nappes, on refait une vaisselle toute blanche. Voilà. Après, c'est celui-ci, donc il va plus ressembler à ça dans très peu de temps, mais c'est des envies aussi à travers le temps, voilà. Et on revient à quelque chose de plus. Après avoir été très très loin, on revient aussi à ce qui nous semble. Ouais, on avait envie de se rassurer, je crois. Ce sont des organismes vivants. Ouais. C'est ça, qui évolue. Il y a beaucoup de dynamisme en fait, et le renouvellement fait partie d'une identité finalement qui se renouvelle. C'est très vivant, oui. Comme dans la cuisine en fait aussi. Oui. Alors toi, Élodie, qui voyage beaucoup, est-ce que tu perçois cette vitalité décorative de la même façon partout, ou est-ce qu'en France, on est quand même particulièrement bien servi, bien loti? Alors bon, moi je voyage beaucoup, en même temps à Taïwan, c'est pas là qu'on voit le plus d'originalité non plus dans les arts de la table. Après, ils ont un art aussi céramique, lié, des céramiques aussi, bien évidemment, liées à leur culture. Et non, la France reste un vivier hyper intéressant en termes de céramique. Enfin, c'est pour moi le terrain le plus intéressant, mais pas que la cuisine aussi. On a la chance de vivre dans un pays où on peut très bien manger japonais, français, mexicain, africain. Enfin, les propositions sont inouïes. Sont folles. Et il n'y a qu'à partir du moment où on voyage, où on voit ce qui se passe ailleurs, qu'on se rend compte qu'en fait, chez nous, on a une diversité fantastique. Moi, j'adore partir. Pour le coup, j'ai toujours été comme ça depuis mon très jeune âge. Je suis partie très jeune. J'adore aller voir ce qui se passe ailleurs, mais qu'est-ce que j'aime revenir. Parce que finalement, je me rends compte effectivement qu'on a une diversité folle en termes de restaurants. Il n'y a qu'à Paris où on peut manger un dimanche soir français à la poule au pot, mexicain. Alors non, parce que nous, on n'est pas ouvert le dimanche soir, mais on va bientôt réouvrir 7/7. Mais voilà, il y a un peu que chez nous. Donc sur ça, j'aimerais qu'on soit un peu plus chauvin là-dessus. C'est-à-dire qu'on se lance un peu plus de fleurs. Et conscient de cette chance. Et qu'on soit conscient de ça, oui. Natacha et Cécile, qui sont vos clients? Est-ce qu'ils sont avant tout français ou est-ce qu'il y a des étrangers? Et est-ce qu'ils attendent des choses particulières d'une collaboration avec vous? Alors les clients sont principalement français, mais par contre, ça m'arrive de travailler avec l'étranger aussi. Là, j'ai travaillé, il y a des maisons d'édition, des agences de pub. Là, j'ai travaillé au printemps sur la campagne pour le cognac Hennessy, mais une campagne pour l'international, notamment pour l'Asie. Et les réalisateurs et photographes sont venus de Los Angeles. Donc ça reste quand même quelque chose. Ça peut être international et ça peut rester très français en même temps. Et donc c'est principalement, oui, des éditeurs, des agences de pub et des traiteurs aussi. J'ai de plus en plus de demandes de la part de traiteurs pour créer des tables uniques. Et vous, Cécile? Et moi, alors dans le milieu de la restauration, c'est pas ma principale clientèle. Moi, je travaille avec des restaurateurs, ça doit représenter à peu près 10% là, comme par exemple chez Plénitude à Paris avec Arnaud Doncal. Mais 90%, moi, de ma clientèle, ce sont des particuliers comme vous et moi, à qui je crée, qui viennent me voir pour que je crée des compositions selon ma spécialité. Et donc, ça va être
une très très belle et une folle clientèle française, mais aussi internationale. J'ai beaucoup d'Américains, de très gros clients américains. J'ai une clientèle folle et je les aime fort. Et voilà. Dernière question, toutes les trois. Comment imaginez-vous le futur des arts de la table, notamment dans la restauration, mais pas uniquement? Est-ce que c'est une diversité incroyable avec en fait des dizaines de styles différents qui cohabitent? Est-ce que c'est une recherche de pièces de plus en plus singulières? Est-ce que c'est au contraire peut-être une tendance que vous voyez émerger? Alors, il y a plusieurs tendances qui émergent, hein, mais je crois que il y a des modes aussi. Je crois qu'on est aujourd'hui beaucoup dans la personnalisation d'assiettes, de serviettes, alors que ce soit au restaurant avec... moi, je sais... Alors moi, il y a une époque où on arrêtait la personnalisation dans les hôtels parce que c'était volé. Parce que les cendriers étaient volés à l'effigie de... Moi, j'ai travaillé à l'hôtel Martinez et à l'époque, tout était personnalisé, tout était volé. Donc, on a arrêté la personnalisation pour finalement la remettre aujourd'hui un petit peu. Donc, on y a une tendance où on personnalise un petit peu tout. Je pense que c'est... Mais souvent dans les adresses comme les bistrots, mais parce que c'est aussi c'est nos consommateurs aussi qui ont envie de ça, qui ont envie de se dire, de ramener quelque chose aussi avec eux. Ça peut être, l'exemple type, c'est on va à la Colombe d'Or, on a forcément envie de ramener quelque chose. On va à la Poule au Pot, on a forcément envie de ramener une assiette ou c'est pour ça qu'on fait des livres du coup pour pouvoir ramener les livres. Mais c'est vrai que là, je travaille sur par exemple. Là, je travaille sur une personnalisation. On va travailler plus sur l'épi, par exemple. J'ai un restaurant qui s'appelle l'Épi d'Or, et là, on va aller à fond sur l'épi. Mais je pense que c'est ça. Enfin, je crois qu'il y a une mode un peu où on personnalise un petit peu les choses. Après, c'est sans fin, en fait. Je ne sais pas si ça peut s'arrêter. C'est sans fin. Et puis, tant qu'il y a des gens, des artistes qui proposeront des céramiques intéressantes et qui le feront avec le cœur, c'est ça surtout. C'est sans fin pour moi, et tant mieux. Vraiment. C'est des rencontres, des sensibilités. C'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est un phénomène aussi, c'est la mode, c'est un renouvellement, ça tourne toujours. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de schéma à savoir qu'est-ce qui va. Il y a des restos. Alors moi, je me sens assez illégitime mais j'ai vu qu'il y a des nouvelles tendances de restaurants un peu immersifs où on est vraiment fait. Mais alors moi, j'ai horreur de ça. Désolée. Mais voilà, avec pas de des écrans immersifs. j'ai pas oui, encore je sais. Non, mais tu vois, tu as des choses qui développent. Donc ça peut aller des trucs complètement sphériques. Mais voilà, Et toi, ça Natacha, tourne toujours. qui est vraiment dans, on va dire, dans tout ce qui est esthétique, direction artistique, etc., qu'est-ce que tu peux voir émerger? Moi, je trouve que c'est pas grand-chose émerger, mais c'est un renouvellement permanent, en fait. Et c'est un univers qui est très dynamique, donc il y a des choses à la mode, il y a des choses qui se démodent, il y a des choses qui reviennent. Et en même temps, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent aussi, ça faut le dire. Mais il y a une originalité, il y a toujours des céramistes, par exemple, qui arrivent à faire quelque chose de différent. Une table, ça reste quelque chose d'humain, ça reste... Quand on travaille avec les arts de la table, on travaille avec la matière aussi, parce que ça part de la terre. Toutes les assiettes sont faites soit à partir de terre, soit à partir de verre. Donc on reste dans un geste, on reste... même s'il y a des processus industriels, on reste quand même en contact avec l'artisanat, avec ce qui est essentiel finalement, donc avec ce qui est profondément humain. Avec de l'émotion. Avec de l'émotion, avec une sensibilité. Et je pense qu'on en a grandement besoin de nos jours, dans notre monde virtuel. Ça nous permet de rester en contact avec ce côté sensible. Le retour aux sources aussi, c'est très sociétal en fait. Moi, je trouve ce qui se passe, c'est là les gens ont besoin de chaleur, ont besoin de se retrouver, ont besoin d'un retour en enfance. Je sais que tout ce qui est, moi, me concernant, du moins dans l'art de la table, de pièces anciennes,
il y a un besoin réel, et moi je le vois dans mes clients et le retour des restaurateurs avec lesquels, des chefs avec lesquels je travaille, c'est dingue l'humain et ce que ressentent les gens après avoir pu toucher une pièce ou se dire mais tiens, ça me rappelle ma grand-mère, ça me rappelle, et on est dans une société qui est tellement dure et bref. Et voilà, on retrouve le côté de se réunir à table et que c'est important et que c'est une réunion et que voilà, il y a une sensibilité qui est aussi, comme tu disais tout à l'heure, de ce retour à la terre, de ce retour aux sources. Il y a aussi, ça dépasse le simple cadre de la vaisselle. Le textile est important, les couleurs sont importantes, les matières aussi, l'association du métal, de la céramique, du verre. Ça crée des ensembles en fait qui sont renouvelables presque à l'infini. Donc il y a encore une créativité presque infinie qui est possible. Et c'est ça qui est assez intéressant. Il y a aussi toutes les fleurs, c'est très très important. Le végétal, même aussi les légumes, puisqu'on peut créer des centres de table avec des légumes. Et c'est ces possibilités qui restent infinies. Et on peut toujours pousser la créativité un peu plus loin. Formidable mot de la fin. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous souhaitez interroger nos 3 invités sur cette thématique? Non. Écoutez, merci à vous tous d'avoir assisté à cette conférence. Merci infiniment toutes les 3 d'être venues. Merci à toi, Daniel. Et à bientôt pour d'autres conférences.